Ce soir, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Van Stappen, qui est docteur en médecine, qui est formatrice certifiée en communication non violente, qui est évidemment conférencière puisqu'elle est là. Et elle est également auteure. Elle a écrit pas mal de petits livres. Tout va bien? Oui. Dont un super chouette roman qui s'appelle Ne marche pas si tu peux danser. Moi, je suis en train de le lire et je trouve que c'est un roman qui mérite d'être lu et d'être pris en vacances, pourquoi pas avec beaucoup d'outils de communication non violente dans le roman. Vraiment très très chouette. Et alors également toute une série de petits livres hyper faciles et pratiques à prendre avec soi dans son sac sur les outils qui concernent la communication non violente. Et donc ce soir, j'avais envie de vous réunir autour d'elle pour parler de cette philosophie de vie, je dirais plutôt, ou cet art de la relation bienveillante avec soi, tout d'abord, et ensuite avec nos enfants. Parce que je trouve qu'on n'a pas appris, on n'a pas eu les bons outils pour apprendre à communiquer avec soi et avec ses enfants en famille. Donc j'espère qu'au terme de cette conférence, vous aurez des pistes ou cet élan de vouloir utiliser cet outil dans votre vie. Alors, la conférence va être assez interactive. Il y aura une partie plus théorique et puis après une partie plus pratique où ceux qui ont envie de venir sur scène peuvent venir. Je voulais juste vous prévenir que la conférence, elle est filmée. Il y a pas mal de gens qui nous suivent depuis chez eux. Et donc, si ça vous pose un problème et que vous n'avez pas envie d'être sur la vidéo, vous venez me trouver en fin de conférence et alors on scratch les scénettes qui n'auraient pas lieu d'être si vous le jugez comme ça. Voilà. Je vous souhaite une toute bonne conférence, atelier. On est parti jusqu'à 10h. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Merci Sandrine. Vous m'entendez? Bonsoir. Je suis ravie de vous faire bosser à fond pendant 2 heures minimum. J'ai demandé qu'on ferme les portes. J'espère que vous avez envie de travailler parce que je pense que la communication, ça ne s'apprend pas en théorie. Ça s'apprend en pratique. Et donc, j'ai l'intention de vous proposer des notions théoriques et puis de vous proposer de les expérimenter. Est-ce que ça vous dit? Ah, chouette. Alors j'ai toujours une petite peur parce que comme je prépare une conférence interactive, si personne n'interagit avec moi, je suis obligée de changer en cours de route comment je procède. Donc j'adorerais avoir un lever de main pour ceux qui seraient éventuellement d'accord de poser une question. Ah, d'accord. Alors un peu plus high, pour ceux qui éventuellement seraient d'accord de jouer avec moi, une scénette, de jouer en enfant ou un parent, pour que je puisse montrer le vivant de la communication non violente. Ah, waouh, je suis sauvée. Je voudrais juste vous dire une phrase qui me soutient parce que moi, bien que Sandrine ait dit que je suis conférencière, moi je ne me vis pas du tout comme conférencière. Par contre, j'adore le contact et la rencontre. Et j'avais un ami qui s'appelait David Servan-Schreiber, qui m'a dit un jour que je lui racontais que j'aimais pas trop être seule ici. Et vous là-bas, il m'a dit, Anne, la plus grande peur, est-ce que tu sais ce que c'est? Et vous savez ce que c'est la plus grande peur? Ce n'est pas la peur de la mort, c'est la peur de la prise de parole en public. Voilà, ça m'a énormément détendue quand il a partagé ça et depuis lors, bien bon, je partage avec beaucoup de joie. Et j'ai aussi une autre phrase que je voudrais vous donner qui m'est précieuse. Celui qui ne dépasse pas une peur par jour n'apprend pas la leçon de la vie. Donc si vous avez un petit peu peur et que vous levez la main, eh bien vous dépasserez votre peur et vous apprendrez quelque chose aujourd'hui, d'accord? Voilà. Alors moi j'ai été présentée et je voudrais vous rencontrer vous-même maintenant. Et pour ça, j'ai des petits dessins. D'abord, je voudrais savoir qui parmi vous connaît la communication non violente par un livre, un petit cahier, une conférence ou un stage. Vous voulez bien lever la main? Ah ah. Et pourquoi vous êtes là alors? Vous voulez approfondir?
Ok. J'ai oublié de dire bonsoir aux personnes qui sont en live et bienvenue. Je suis triste de ne pas pouvoir interagir avec vous, mais j'espère que les exercices vous conviendront aussi et que les questions posées ici répondront à d'éventuelles questions que vous avez. Donc, je voulais vous demander aussi qui parmi vous a un petit vélo dans la tête et se dit, après une communication avec quelqu'un, voilà ce que j'aurais voulu dire, et j'avais pas les mots, et ça travaille. Vous voulez bien lever la main? Moi, je la lève aussi. OK. Qui parmi vous ravale, fait un nœud dans ce qu'il ou elle vit, et puis après se sent mal? OK. Qui se sent un petit peu comme un champ de mine, avec un champ de mine à l'intérieur, prêt à exploser, et puis tenir, on va faire un peu de sport, casser des bûches, ou... Vous voulez bien lever la main? OK. Et qui explose, et puis ça fait le bazar? D'accord. Alors, honnêtement, qui parmi vous n'a pas levé la main, parce que je vous offre le resto à côté? OK. Ok, alors je voudrais vous montrer à quoi vous ressemblez. Tu veux bien m'aider, Val? Voilà ma collègue Valériane Gosset, avec qui je travaille souvent, et elle enseigne la méthode Faber et Maslich, que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est votre photo. Donc, le petit vélo dans la tête. Je ne sais pas si vous avez vu jusqu'au bout. Vous avez vu? On va peut-être le reprendre un peu plus haut. Voilà, là, je rumine, je fulmine, je réfléchis ce que j'aurais pu dire, ou avant de voir quelqu'un, j'ai déjà le cerveau complètement encombré par des tas d'idées, des tas de supputations, de projections. Ça vous fait sourire, je vois. Bon, voilà. Alors, une autre version donc de certains d'entre vous. Et en fait, si j'enseigne cette communication non violente en tant que médecin, c'est parce que je pense que Tu fais comme ça? Attends. On va un peu leur montrer celle-là. Oui, c'est la high-tech. D'habitude, j'ai un PowerPoint, mais je trouve que je suis plus libre avec les feuilles. Donc, en tant que médecin, j'estime que quand on nie ses émotions, j'estime ça depuis que je suis sortie de médecine, et même maintenant, c'est prouvé scientifiquement, quand on nie ses émotions et qu'on fait un nœud dedans, ce n'est pas anodin, ça ne préserve absolument pas la santé. Alors, ça, c'est votre version suivante, le champ de mine. Et puis la dernière, malheureusement, à certains moments, ça explose et ça fait des dégâts. Et par exemple, les explosions de colère sont toxiques pour les vaisseaux sanguins du cœur, notamment. Ce n'est pas limitatif. Voilà. Alors maintenant que nous nous sommes respectivement présentés, je voudrais vous partager quelques convictions qui sont les miennes. La première, et c'est pour ça que je suis avec vous ici ce soir, la première, c'est que le monde est fabuleux quand on y met de l'humain. Et la deuxième conviction que j'ai, c'est que si c'était si facile de bien communiquer, il y aurait moins de guerres, moins de conflits, moins de disputes, moins de divorces, moins de drames. Et je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais je crois qu'on a énormément évolué par rapport à notre coefficient intellectuel, mais que le coefficient émotionnel n'a pas maturé de la même façon. Et donc, la communication non violente, en diminutif, je vais l'appeler CNV. La CNV, c'est un moyen de nous aider à développer notre intelligence émotionnelle. Voilà. Alors, j'ai aussi une autre conviction, qui est d'ailleurs prouvée par de nombreuses études. Je lisais il y a quelque temps une étude de Google. On demandait aux gens, pour qui aimez-vous le mieux travailler? Et les gens répondaient de façon assez élevée en pourcentage, pour des gens qui sont bienveillants, authentiques et qui savent exprimer leur reconnaissance, leur gratitude. Voilà, alors on aime travailler pour ces gens-là. Et il y a une autre chose aussi que j'ai repérée dans les convictions qui me sont chères, c'est que quelque part, les êtres humains adorent contribuer à la qualité de la vie et qui sont très heureux quand ils y parviennent. Récemment, j'avais une maman qui était venue chez moi avec un enfant qui était harcelé à l'école et on a fait une séance de communication non violente, on a expliqué à l'enfant les sentiments, les besoins et puis en une séance, ce problème de harcèlement a été résolu et cet enfant était vraiment capable de tenir son bout, de tenir tête et aussi de comprendre que vit quelqu'un qui en arrive à manipuler, à harceler, etc. En une séance, et la maman était ravie quand elle me partageait que son enfant avait changé, était capable de rester relié à lui-même.
Voilà. Alors, la communication non violente. Eh bien, je voudrais faire ma petite minute médicale par rapport à ça, parce qu'en tant que médecin, je ne peux pas m'en empêcher. Et puis, je me dis que ça va convaincre certains qui peut-être viennent ici sans être vraiment concernés par le thème des enfants. Eh bien, la communication non violente et la médecine, maintenant, sont la main dans la main. Et je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais je voudrais juste vous parler de ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous savez ce que c'est l'épigénétique ? Je vous la décris brièvement. L'épigénétique, c'est quelque part, ça parle de la biologie des cellules en fonction de leur environnement. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Bruce Lipton qui a écrit Biologie des croyances, et Bruce Lipton a dit ceci, enfin il n'est pas le seul à l'avoir dit, si vous prenez une cellule malade et que vous la mettez dans un environnement sain, la cellule va naturellement vers l'auto-guérison. Alors là, je trouve ça passionnant parce que si on y réfléchit, un environnement sain, il est composé, selon moi, de 4 éléments fondamentaux. Le premier, c'est ce que je mange. Le deuxième, c'est l'air que je respire. Le troisième, c'est la pollution électromagnétique. Et le quatrième environnement d'un être humain, ce sont les pensées qu'il met dans sa tête et les vécus qu'il cultive, agréables ou désagréables. Et donc, la communication non violente qui nous apprend à gérer sainement nos pensées, nos sentiments, en fait, c'est de la médecine. Voilà. Alors, je trouve ça intéressant de se souvenir de ça, parce que beaucoup de gens se disent, oui, dans ma famille, il y a du diabète de père en fils ou de mère en fille, et sont là avec cette épée de Damoclès du diabète en se disant, c'est quand que ça va me tomber dessus. Ou le cancer répété dans la famille. Eh bien, actuellement, il est prouvé qu'environ seulement 1,5% des maladies sont dues à la génétique, et tout le restant est dû simplement à l'épigénétique. Et épi, ça veut dire au-dessus. Donc, ce qui est au-dessus de la génétique, je le répète, ce sont les aliments, l'air qu'on respire et les pensées, les sentiments qu'on entretient. Donc, je pense que c'est vraiment important d'apprendre à gérer sainement ces vécus. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont rebutés encore par le mot communication non violente, et donc par respect pour Marshall Rosenberg qui est le créateur de ce processus, qui n'est pas une technique mais vraiment une façon humaine et humaniste d'aborder l'être humain, comme Sandrine le disait, sans pour autant se nier soi-même. Eh bien, Marshall Rosenberg était un ami du petit-fils de Gandhi. Et donc, il parlait beaucoup de ahimsa. Ahimsa en sanskrit, le A est un alpha privatif qui n'est donc pas une négation. Et je voudrais juste vous dire ce que veut dire ahimsa, parce que je pense que c'est vraiment intéressant pour comprendre ce processus, cet art de vivre, comme nous disait Sandrine là tout de suite. Ahimsa, si vous voulez, ça parle d'un espace de conscience dans lequel je peux me mettre, et on va découvrir ça ce soir, et dans cet espace de conscience, mon cœur n'est pas blessable. Ça veut dire qu'en synthèse, si je puis dire, je peux utiliser une façon de penser et de voir le monde et ce qu'on me fait ou ce qu'on ne me fait pas, et je peux avoir un traducteur, et avec mon traducteur, je vais me trouver dans un espace qui n'est pas blessable. Pourquoi ? Parce que je comprends la condition humaine commune à tous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, juste là, par rapport à tout ça ? Je continue ? Vous n'osez pas ou vous n'avez pas de questions ? Bon, alors je continue. Donc Marshall Rosenberg, qui est le créateur de la communication non violente, eh bien, j'aime juste mentionner à son sujet qu'il a eu 2 vies, si je puis dire. Il a eu une première vie où on lui a tapé dessus parce qu'il était blanc et parce qu'il était juif. Et donc, il est devenu un fin stratège et il s'arrangeait pour rentrer chez lui par les sous-sols des buildings pour ne pas se faire taper dessus. Mais après, ça ne lui suffisait pas, il avait vraiment besoin de se protéger, alors évidemment, il est devenu boxeur. Et il est même devenu champion de boxe. Et puis, peu après, il s'est rendu compte qu'il y avait une manière différente peut-être de gérer la violence. Il a fait des études de psychologie, il est devenu un élève très apprécié de Carl Rogers, et il a créé ce processus qui s'appelle communication non violente.
Voilà, voilà. Alors vous me direz comment est-ce qu'on va basculer vers la relation aux enfants. Eh bien, on y va. Je crois que, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont des enfants. Je crois que dans l'éducation des enfants, en tout cas je vais parler pour moi et pour les gens que je connais, on y met beaucoup de cœur, beaucoup de foi, beaucoup d'espoir, et on est souvent en difficulté, on est souvent heureux, enfin on est un peu de tout, quoi. Et des fois, on se trouve vraiment démunis pour savoir, mais je fais comment avec mon petit qui, en dessous de 5-6 ans, fait des tempêtes émotionnelles ou tape, ou il revient de l'école, on me dit, votre enfant a mordu un autre élève en classe. Bon, on gère des tas de choses comme ça, c'est vraiment pas évident. Et à mon avis, on est démunis parce que, comme je vous le disais, on a beaucoup appris. Pardon, on a beaucoup appris à développer son coefficient intellectuel, mais pas le coefficient émotionnel. Alors, ce soir, on va voir comment on peut faire pour aider l'enfant à développer non seulement son cerveau émotionnel, mais aussi son cerveau intellectuel, parce que les deux vont de pair. Et nous vivons au XXIe siècle et on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce qu'il y a des chercheurs dans le monde entier qui sont absolument passionnés de ce qu'on appelle les neurosciences affectives et sociales. Vous connaissez ? Et dans les neurosciences affectives et sociales, si je dois dire en synthèse ce qui m'intéresse, la première chose qu'on a découverte et qui est très importante, c'est que le cerveau des enfants est extrêmement malléable. Et ce cerveau reste d'ailleurs pour une bonne partie des humains. Je suis trop près ou trop loin? Trop près, merci. Ce cerveau, pour une bonne partie des êtres humains, reste malléable toute la vie. Par exemple, si vous tendressez un adulte et une personne âgée, ça va encore modifier ses connexions neuronales. Bon, mais bref, il l'est encore plus quand l'enfant est jeune. Et le cerveau d'un enfant est totalement, comment je dirais, conditionné par le style de relation que l'enfant vit. Alors, je crois que c'est Albert Jacquard qui disait un enfant naît avec 100 milliards de neurones non connectés et à l'âge du jeune adulte, il a 1 million de milliards de neurones connectés et ces connexions dépendent de toutes les relations qu'il a eues avec les humains pendant toute sa vie. Donc, je trouve ça important de mentionner ça parce que c'est pas anodin la façon dont on entre en relation de soi à soi et de soi, entre soi et les autres. Alors, je crois que ce qui est important à retenir dans les neurosciences affectives et sociales, c'est une seule chose, c'est que ce qui fait maturer le cerveau de l'enfant, intellectuel comme émotionnel, c'est-à-dire le cortex préfrontal, le cortex orbitofrontal qui en est une partie, l'hippocampe qui est le centre de la mémoire et de l'apprentissage, le corps calleux qui est la communication entre les deux hémisphères cérébraux, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, eh bien, ce qui fait maturer toutes ces zones, ce qui les fait se dynamiser et qui fait que l'enfant sera compétent, aura de la puissance, aura de la capacité à faire des choix pour sa vie, ça c'est le cortex orbitofrontal par exemple, eh bien, quelque part, ça dépend des éléments suivants. C'est s'il reçoit des contacts chaleureux, un enfant a vraiment besoin de chaleur, s'il reçoit de l'amour, ça va de soi, s'il reçoit du soutien, de l'encouragement et dernière chose, de l'empathie. Et l'empathie de la communication non violente, on va l'explorer aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? C'est clair? Ok, ça va. Alors, donc nous allons apprendre une gestion saine de nos pensées, de nos émotions. Et pour terminer avec les neurosciences, en gros, tout ce qui stresse un enfant empêche la maturation de son cerveau. Et tout ce qui calme un enfant, quand j'arrive à le calmer en le prenant dans les bras, par exemple un tout petit qui fait une tempête émotionnelle, tout ce qui calme un enfant favorise le développement de son cerveau. Et ça, c'est vraiment important de le mentionner parce que nous utilisons tous, et je vais mettre dans ce lot-là, moi mes enfants sont grands maintenant, nous utilisons tous, sans le savoir, ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire. Alors, c'est quoi la violence éducative ordinaire? Elle a deux axes. Elle a l'axe physique, c'est tirer l'oreille, frapper, secouer, gifler un enfant,
Et puis il y a toute la violence paraverbale, c'est ce que le visage montre, c'est par exemple des yeux méprisants, le parent qui fait comme ça un gros doigt, et il espère de bonne foi, un parent qui se comporte comme ça, espère de bonne foi qu'il va éduquer son enfant, qui souvent est un petit sauvage, parce qu'il ne domine pas encore son cerveau émotionnel, et voilà, et toute l'énergie qu'il a. Et donc, le parent de bonne foi fait tout ça et il pense qu'il va dresser son enfant, mais en fait, c'est contre-productif. Et de nos jours, on connaît toutes ces études. C'est à la fois contre-productif pour le développement du cerveau émotionnel, de la mémoire, du pouvoir de concentration et maintenant aussi de la santé physique. On a remarqué que les enfants qui sont sujets à plus de punitions et à plus de violence, ces enfants-là vont développer plus de risques de cancer, de surpoids, de problèmes de surpoids, de problèmes d'asthme, et j'en passe. Donc c'est vraiment important de savoir que l'être humain est un tout et que nous allons considérer comment nous pouvons soutenir ce tout avec les moyens de la communication non violente. Alors, la communication non violente elle-même, c'est quoi ? Eh bien, j'ai affiché des petits dessins, là. C'est une tentative de rencontre entre soi et l'autre, comme ce nœud gordien, ce lemniscate. Et comme vous voyez ici, je ne sais pas si je suis assez près du micro, ça va ? Comme vous voyez ici, il n'y a pas de différence entre soi et l'autre, et nous tenons beaucoup à voir chaque être humain comme équivalent. Nous n'avons pas la même expérience qu'un enfant ou que d'autres personnes qui ont plus d'expertise que nous, mais nous avons tous la même valeur. Et ça, c'est vraiment important pour la communication non violente, quand je commence à penser et à m'exprimer, de ne pas imaginer que l'autre, j'espère que vous voyez jusqu'au bout ici, que l'autre est plus important que soi-même, ou inversement, si c'est mon enfant, d'imaginer que j'en sais plus que lui et que je dois davantage m'exprimer que lui. Et je trouve important d'avoir en tête cette notion de voir chacun comme un être humain qui a une valeur égale, et de ne pas me considérer ni comme supérieur ni comme inférieur. Et j'adore partager ça notamment avec des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont tendance à se dire qu'ils doivent se mettre en dessous par rapport aux parents, parce que le parent est celui qui sait, c'est celui qui détient la loi. Je n'ai pas dit que le parent ne doit pas mettre la loi, mais il y a une manière de mettre la loi où je respecte l'enfant comme un être humain à part entière, équivalent à moi-même. Alors la communication non violente, comme déjà c'est ébauché ici par ces deux dessins, c'est une façon de penser et de parler qui est radicalement différente de ce que moi j'ai appris depuis toujours, dans le sens que si je suis avec un supérieur hiérarchique ou avec un inférieur, je vais toujours le considérer comme mon égal. Je vais aussi le voir comme un être humain avec des besoins, des aspirations, des souhaits, des rêves, quelle que soit la façon dont il se comporte ou ce qu'il fait. Et là, vous voyez que ça deviendra plus difficile. Et ensuite, à part cette nouvelle façon de penser, il y a des mots qui sont au service de cette façon de penser et de voir la vie. Donc, la communication non violente, c'est avant tout une façon de changer mon regard sur moi-même et sur les autres. Alors, est-ce que c'est facile ? À mon avis, c'est pas si simple que ça. Et le dessin de ces montagnards ici le montre. Imaginez que vous êtes là, vous êtes monté sur votre montagne par une route de ce genre-là. C'est une image pour votre histoire de vie, votre genre masculin ou féminin, la famille dont vous êtes issu, etc. Et là, quelqu'un d'autre est monté sur sa montagne par un autre chemin. Et ces deux personnes sont en train de parler du sapin qui est là au milieu. Et vous voyez bien qu'ils n'en ont pas le même angle de vue. Et donc déjà là, il y a une difficulté pour vraiment communiquer et se rencontrer, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver un terrain qui nous rassemble ? Eh bien, Marshall Rosenberg a eu cette idée de génie qui est sur ce petit dessin là au-dessus. Alors ce dessin,
comme vous voyez, il y a des habitations, il y a un châtelain, il y a un excentrique qui habite dans un arbre, il y a un tipi, il y a une maison traditionnelle, un HLM et un igloo. Et en fait, quand on regarde les gens au niveau de leurs apparences, on se fait très vite, sans le savoir, plus ou moins, en moins de 20 secondes, 40 décisions sur une personne. Sympa, pas sympa, etc. Voilà. Et donc, au niveau des apparences, ça peut être assez compliqué de s'entendre. Alors, Marshall Rosenberg a créé cette métaphore, et les puits, en fait, chaque maison, chaque habitation, quelle qu'elle soit, a des puits pour trouver l'eau. Et les puits, c'est une métaphore pour parler des vécus et des émotions des êtres humains. Et l'eau, la nappe phréatique commune, c'est une autre métaphore pour parler des aspirations, des rêves, de ce pourquoi je me lève le matin. Et c'est de tout ça dont on va parler maintenant, puisqu'on va rentrer dans le sujet précis de la communication non violente. Je regarde d'abord si je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous partager. Oui, donc cette communication non violente, elle ne se préoccupe pas uniquement de ce qui doit être produit. Or, on s'est beaucoup concentré là-dessus depuis des millénaires, environ, on va dire, 8000 ans. Elle se préoccupe aussi de ce que chacun vit pendant qu'il produit. Et ça, je trouve ça extrêmement fondamental à retenir. Si je fais travailler mon enfant, je peux et étudier, je peux quand même en même temps me demander mais qu'est-ce qu'il vit, comment il se sent et à quoi il aspire. Alors, ici, il y a un autre dessin. Voilà pourquoi communiquer, c'est pas si facile que ça. Ce petit robot, je pense qu'on a beaucoup vécu dans un monde comme des automates. Je pense et j'agis. J'étudie, j'apprends des choses et puis je les mets en pratique. Et on a vécu dans un monde assez plat parce que ce monde-là, il est en 2 dimensions. Je pense, je réfléchis, j'agis. Et il y a beaucoup de gens qui vous disent... fais ce que je te dis, ne discute pas, et c'est même un monde en 1 dimension, puisqu'on n'a même pas le droit de penser et de réfléchir. Ça vous parle, ça? Et donc, la communication non violente vise simplement à passer de ce monde assez plat en 2 dimensions, ou en 1 dimension, si c'est ne discute pas, monte dans ta chambre et va étudier, action, eh bien, à un monde en 3 dimensions, qui sont ces dimensions-ci. Je pense, évidemment, je continue de réfléchir, de concevoir ma vie, d'apprendre des choses, de souhaiter que mes enfants acquièrent des connaissances, évoluent. Bien sûr, j'agis, mais en même temps, je sais que je suis un être humain et l'autre en face aussi, qui vit des choses. C'est pour ça qu'on a mis le cœur de ce petit bonhomme pour parler des vécus, des sentiments, des émotions, des sensations. Et dans le ventre du petit bonhomme, on a mis les aspirations. Ce pourquoi je me lève le matin. Voilà. Alors, je voudrais maintenant, bientôt, après cette petite intro, vous faire travailler vous. Et pour ça, je voudrais juste vous dire, une première chose, c'est qu'il y a un lien entre les sentiments et les besoins des êtres humains. À l'époque où moi je faisais mes études de médecine, les sentiments étaient vécus comme mièvres, comme un obstacle au bon fonctionnement. On nous disait si tu es trop émotionnel, ne va pas en chirurgie par exemple, tu ne pourras pas tenir les instruments. Donc c'était vécu comme mièvre, comme un obstacle au bon fonctionnement, à l'accomplissement des tâches, comme toxique dans certains cas et comme suspect. Vous avez connu ça ? Et donc, en fait, on est en train de découvrir que c'est juste le contraire. Et notamment dans des endroits très stressants, comme par exemple la police, l'armée, les tours de contrôle d'aviation, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus on réprime les sentiments, quand ils sortent, c'est sous forme de burn-out, sous forme d'explosion, sous forme d'énormément de violence entre les différentes personnes qui travaillent ensemble. Et on s'est rendu compte que les endroits où les émotions, les sensations, les sentiments sont réprimés parce qu'il faut bosser, ce sont de véritables chaudrons d'émotions en ébullition. Vraiment des endroits complexes à gérer. Et du coup, maintenant, la communication non violente a beaucoup plus demandé qu'il y a 20-25 ans quand je l'ai découverte. Voilà. Alors, donc, les sentiments sont importants et les sentiments sont quelque part les enfants de nos aspirations, de nos besoins. En d'autres termes, si
j'ai des sentiments à connotation agréable, ça veut dire que j'ai des besoins assouvis. Imaginez que votre enfant avec qui vous avez étudié les maths rapporte un résultat de 7 sur 10. Comment allez-vous vous sentir? Pardon? Satisfait. Donc, si votre enfant a 7 sur 10 et que voilà, il a ce bon résultat, vous avez beaucoup étudié avec lui, enfin, vous l'avez fait étudier, 7 sur 10, vous êtes satisfait? Quel est le besoin assouvi dans ce cas-là? Pardon? Remerciement ou résultat? Résultat, reconnaissance des efforts? Voilà, reconnaissance des efforts, il y a un résultat qui correspond aux efforts. Et imaginez que vous l'avez fait étudier le néerlandais, il ramasse en 3 sur 10. Comment vous allez vous sentir? Pardon? Déçu. Et quel est le besoin insatisfait à ce moment-là? De reconnaissance des efforts. D'autres encore, il y a d'autres besoins possibles en tant que parent. Je vous écoute. Besoin de réussite, absolument. J'ai besoin de réussite, de résultat des efforts. J'ai besoin peut-être de sécurité pour le futur de mon enfant. Vous voyez? Donc, il y a un kaléidoscope de sentiments qu'il est important d'avoir relevé, non pas nécessairement pour rester voilà, comme un poisson dans un bocal avec je suis triste, je suis inquiet, je suis déçu, hein, mais pour tirer le fil, pour aller jusqu'aux besoins et découvrir vos besoins non assouvis. Imaginons que vous avez beaucoup étudié ce néerlandais qui ramasse 3-4 sur 10 et vous n'y comprenez rien. Vous allez peut-être vous sentir confus ou interrogatif et vous aurez besoin de comprendre, d'accord? Si vous avez besoin de comprendre, à ce moment-là, vous pouvez agir avec les jambes du petit bonhomme, qui est la 4e étape de la communication non violente. Vous pouvez aller trouver le professeur et lui demander de voir la feuille. D'accord? Donc, il y a un lien très logique entre les 4 étapes du processus que je viens de vous citer. Il y a « j'observe », 3 sur 10 en néerlandais, « je me sens inquiet ou confus ou vraiment étonné ». J'ai besoin de comprendre, je vais chez le prof. Vous voyez la logique? Alors, imaginons que mon enfant a 8 sur 10 en néerlandais, observation 8 sur 10, sentiment, je suis joyeuse, besoin de le remercier, c'est ce que vous aviez dit là tout de suite, et action, qu'est-ce que vous feriez? Pardon? Je cours lui acheter une glace. Je répète, je vous avais entendu, mais c'est pour la caméra. D'accord. Donc, vous voyez le lien sentiment-besoin? Et vous avez des questions? Oui. Il ne faut pas d'office agir. Ici, c'était juste pour vous montrer les 4 étapes. Voilà. Oui. Exact. Exact. Donc, on n'achète pas nécessairement une glace à un enfant, mais on peut agir, on peut aller agir en lui exprimant sa gratitude. Et lui exprimer sa gratitude, ce serait quand je mesure tout ce que tu as travaillé, observation, et que je vois que tu as un résultat de 7 sur 10 ou 8 sur 10, ce qui pour toi est vraiment un grand changement, je me sens vraiment émue et admirative et j'ai vraiment à cœur, j'ai besoin de te dire mon admiration. Donc là, on fait les 3 étapes. On a fait l'action de faire les 3 étapes, de dire quelque chose. Mais effectivement, en communication non violente, on n'est pas du tout, pas trop pour les punitions, les récompenses. Parce que si j'utilise des punitions et des récompenses, l'enfant va être conforme pour ne pas être puni ou pour être aimé, mais il ne va pas apprendre à découvrir ce qu'il vit et ce à quoi il aspire. Oui. Autre question? Ok. Est-ce que ça vous irait de faire un premier exercice? Alors, on a remarqué, ce premier exercice, c'est juste pour vous permettre de comprendre la gymnastique entre vécu et besoin.
puisque un sentiment est l'enfant d'un besoin. Si j'ai des besoins ou des aspirations assouvies, je vais avoir des sentiments agréables, et si j'ai des besoins inassouvis, des sentiments désagréables. Alors dans ce cas-ci, ici, je voudrais vous proposer un premier exercice que je trouve vraiment important, qui est l'expression de sa gratitude, justement, ou de son appréciation positive. Je pense qu'on vit dans un monde où on dit surtout quand ça ne va pas trop bien, mais où on n'a pas les mots pour s'exprimer quand ça va bien. Alors il y a deux formes de gratitude. Il y a une gratitude qui dit à l'enfant un genre de compliment du genre « tu es super, tu es sympa », ce qui est pas mal, c'est mieux que de ne lui dire que quand ça ne va pas. Mais il y a une gratitude qui est plus subtile, qui consiste à utiliser les 3 premières étapes, comme vous veniez de le dire, citer ce que vous voyez qui vous a fait plaisir ou qui a été une réussite, dire comment vous vous sentez et les besoins que ça satisfait pour vous. Alors la gratitude, elle est très précieuse parce que c'est la vitamine de croissance des enfants, des adolescents et même des jeunes adultes. Il est prouvé maintenant que la gratitude va augmenter chez l'enfant l'estime de soi et va augmenter la joie. Donc si je peux avoir, ne fût-ce que cet outil-là, et je rentre chez moi et je sème une culture de gratitude, ça va déjà faire énormément de différence. Par exemple, par rapport à un enfant qui est en décrochage scolaire, je ne vais pas nécessairement lui dire bravo pour ton 3 sur 10 ou ton échec scolaire, ce n'est pas ça, mais je pourrais essayer de trouver des endroits où il est compétent et faire les 3 étapes que je voudrais vous proposer maintenant. Alors la première étape, c'est d'arriver à trouver un fait concret. Pourquoi un fait concret? Parce que là, c'est totalement irréfutable par la personne qui le reçoit. Si je lui dis « tu es génial » et que la personne manque de confiance en elle, elle va penser intérieurement tous les endroits où elle n'est pas géniale. Si je lui dis « hier, quand tu as rangé le lave-vaisselle sans que je te le demande », c'est une observation concrète irréfutable, pour autant que ça arrive. Mais moi, je me rappelle que quand mon fils était en décrochage scolaire, un jour, je me suis dit, mais je suis à court de gratitude et d'appréciation positive. Et puis, j'ai pensé qu'il avait fait beaucoup de progrès au tennis. Alors, je lui ai dit, quand je repense à la façon dont tu as smashé dans ta partie de tennis avec un tel, je me sens vraiment admirative et confiante, je lui ai dit. Parce que ça satisfait pour moi un besoin de confiance en toi. Et je sais que si tu sais le faire en tennis, un jour, tu sauras le faire dans d'autres domaines quand tu le décideras. Donc, le fait d'utiliser la gratitude d'une façon factuelle a énormément de conséquences. C'est irréfutable et ça va stimuler, pour rejoindre la question de madame, ça va stimuler la motivation intrinsèque plutôt que extrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire que c'est l'enfant en lui-même qui trouve ses ressources et qui s'apprécie. Voilà, alors vous avez reçu des petites feuilles avec des listes de sentiments et de besoins. Et je vous propose de remplir pendant quelques minutes ces feuilles. Je vais le mettre un peu plus droit. Et vous verrez que l'observation d'un fait n'est pas si évidente que ça. Alors, qui va éventuellement dépasser sa peur du jour et partager le fruit de ses réflexions, avec ou sans papier, peu importe. Oui, alors je crois que je vous passe un micro pour ça. Ça vous va ou vous préférez sans micro et je vous répète? Ok. Alors je vous écoute et je répéterai. Ce que je vous propose, c'est de vous arrêter après l'observation pour avoir l'avis du public. On va faire appel au public. D'accord? Alors au début, moi j'aime beaucoup une forme de discipline et après ça, évidemment, on n'est pas aussi téléphoné que les 3 étapes comme ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup si vous pouvez donner l'observation d'un fait concret parce que là, il sera irréfutable. Oui. Mm-hmm.
Et vous leur dites comment alors? Alors là, donc, si je dois vraiment utiliser la gymnastique de stricto sensu de la communication non violente, si vous dites aux enfants, vous avez été super sage, c'est vraiment très chouette, et puis on voit que vous le sentez intérieurement. En même temps, si vous pouvez citer une ou deux choses concrètes dont vous dites que c'est égal à sage. Qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait qui vous fait, vous, dire qu'ils ont été sages? Parce que ça sera plus recevable encore pour eux. Ok, voilà, ils ne se sont pas disputés. Non, mais c'est important de pouvoir le dire, parce que ici, pour un exemple agréable, c'est parfait si vous n'êtes pas trop concret. Mais après, le plat de résistance, c'est d'arriver à dire des choses difficiles à dire. Et là, si vous restez dans « vous avez été méchant », ce n'est pas la communication non violente. Donc, vous avez été sage, ça passe encore, mais vous avez été méchant, vous serez rejeté. D'accord? Donc, vous ne vous êtes pas disputé. Donc, quand je repense au moment où vous ne vous êtes pas disputé, qu'est-ce que vous avez observé qu'ils ont fait d'autre? Ah oui, puisqu'on est dans une gratitude. Ok. Quand j'ai vu que vous avez été ouvert à aller jouer avec les autres enfants, c'est ça? Super. Alors, nous nous sommes sentis fiers, vous avez dit. Et alors, le joyau de la communication non violente, cette nappe phréatique dans laquelle tous les êtres humains peuvent se comprendre et s'apprécier sans se juger, parce que c'est là qu'on va arriver petit à petit au cours de la soirée, c'est vraiment important de vous entraîner à pouvoir savoir vos besoins assouvis, parce que vous êtes plus puissant quand vous le nommez aux personnes concernées, en l'occurrence vos 4 garçons. Donc les besoins assouvis, j'aimerais bien vous entendre et que vous observiez au moment où vous les nommez ce que ça vous fait intérieurement, parce que normalement ça devrait vous donner encore plus de plaisir. Voilà, donc le résultat de notre éducation, c'est important quand même. Donc nous sommes fiers et on voit qu'il y a un résultat à l'éducation. Il y a peut-être d'autres besoins aussi. Ok, voilà. Rassuré par rapport à la pertinence de comment vous éduquez les enfants. Peut-être qu'aussi il y a un besoin de sécurité pour être à l'aise dans là où vous allez. Je ne sais pas, hein, je vous propose. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 étapes. C'est très important d'avoir la capacité d'avoir un vocabulaire pour les besoins, parce que les besoins, c'est le diamant du processus de la communication non violente. Par exemple, si on va travailler dans un monde où les sentiments, les émotions n'ont pas trop bonne presse, on ne va pas nécessairement parler des sentiments, on va en avoir conscience, mais par contre, les besoins, les aspirations, on peut les mentionner. Si je vais chez un chef d'entreprise dont le bilan annuel est plutôt en balance, je ne vais pas lui dire « est-ce que vous êtes inquiet ?» mais par contre, je vais lui dire « vous avez besoin d'être rassuré quant au bilan de la fin de l'année », voilà, ou de vous conforter par rapport à ça. Vous aviez levé la main? Moi, c'est parce que par rapport au processus où à un moment donné, on exprime un besoin. Oui. J'ai eu l'occasion de lire un tout petit bouquin là, de Marshall Rosenberg. Voilà. Et le week-end dernier, donc je me dis, je vais essayer. Mais mon ado de 15 ans m'a dit, avec tes besoins, moi, j'en ai rien à faire. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, ça, on rame et on apprend ce que j'appelle la girafe invisible. Voilà. Alors, pourquoi la girafe invisible? Je vais vous présenter mes collègues de travail, à vous et à d'autres, parce qu'on pourrait peut-être, si vous le voulez, voilà mes collègues de travail. Le chacal, il a perdu un œil dans la bagarre, et la girafe. Alors, voilà, je le montre pour la télévision. Alors, pourquoi ces 2 marionnettes? Parce que c'est plus ludique, c'est démonstratif, ça ne caractérise pas des êtres humains, mais des comportements d'humains. Et le chacal, figurez-vous que c'est celui qui dit il y a le bien
et le mal, le blanc et le noir, le vrai et le faux, qui a tort et qui a raison. Le chacal, il est dans un monde comme ça assez figé, et en fait c'est un peu une image pour parler de ce qu'on appelle le cerveau archaïque. Vous savez, le cerveau archaïque, on l'a tous, c'est celui qui nous conditionnait il y a des milliers d'années. Le cerveau archaïque, c'est celui qui, au moment où je vis un drame, il a 3 options. Il contre-attaque, j'imagine que vous vous retrouvez, il se paralyse sur place ou il fiche le camp dans sa tanière. Ça, c'est l'attitude du chacal. Alors le chacal, il a aussi un tout petit coup, donc il n'a pas la vue d'ensemble des situations. Il ne mesure pas, comme je l'ai montré ici, qu'il y a 2 êtres humains qui ont chacun leur point de vue sur les choses. Le chacal, il est juste pris au ras des herbes, soit il a peur, soit il contre-attaque, et soit il se fige. Quant à la girafe, qui symbolise le processus de la communication non violente, on a pris cet animal pour plusieurs de ses caractéristiques, mais principalement 2. La première, c'est que c'est l'animal qui a le plus grand cœur du monde. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est vraiment important, de moment en moment, de me demander comment je vois l'être humain en face. Est-ce que je le vois comme un humain ou est-ce que je le vois comme un ennemi? Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, ça, mais je vous le dis maintenant. Donc, en communication non violente, je me demande qui est cet humain en face, quels sont ses sentiments et quels sont ses besoins. Ça n'a rien à voir avec me laisser faire et je m'interroge de moment en moment sur mes sentiments et mes besoins dans une situation quelle qu'elle soit. Alors, la girafe, elle a une deuxième capacité qui est très différente de celle du chacal. Elle a cette capacité de recul et de s'interroger sur ces 2 choses. Ici, comment je me sens, à quoi j'aspire. Et donc, elle vient d'un espace qui n'est plus celui en 2 dimensions, je pense et j'agis, mais d'un espace où elle est complètement humaine, tant pour elle-même que pour les autres. Vous me suivez, ça va? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce chacal, c'est juste une petite girafe qui a un problème de vocabulaire. Il n'a pas appris. Donc, si vous vous surprenez à penser que dans votre entourage, pas vous bien sûr, il y a des gens qui ont des tendances chacales, qui contre-attaquent, etc., ce sont juste des personnes qui n'ont pas appris à se connecter à leur cœur et à se demander, mais qu'est-ce que je veux ici et maintenant et que veut l'autre? Et je répète pour la 2e fois, ce qui n'a rien à voir avec laisser faire la personne, mais au moins avoir cet humanisme de la communication non violente, de savoir que tant qu'il y a des êtres vivants, eh bien, il se passe des choses dans leur cœur ou dans leur corps et ils aspirent à des choses. Tout être humain se lève le matin parce qu'il espère assouvir des besoins. Le jour où quelqu'un n'a plus l'espoir d'assouvir des besoins, des aspirations, d'aller vers des rêves, eh bien, il n'aura plus envie de vivre. Et donc, une autre image pour montrer ce que je suis en train d'exposer maintenant, c'est ceci. J'adore cette image-là. Messieurs, merci d'être là en majorité ce soir, comme souvent. Je fais une blague, mais bon, voilà. Eh bien, les sentiments, c'est un peu comme le voyant de l'huile sur le tableau de bord d'une voiture. Les sentiments, les sensations, les émotions signalent quoi dans ce cas-ci? Le voyant de l'huile est allumé, ça signale? Il y a un manque d'huile, donc il y a un besoin d'huile. C'est aussi évident que ça. Et les besoins, on a fait un petit dessin pour démontrer les strates de besoins qui habitent tous les êtres humains. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, mais je le répète, un besoin, quelque part, s'il est assouvi, si la voiture fait le plein d'huile ou d'essence, eh bien, le voyant ne va plus s'allumer de l'huile ou de l'essence. Donc, les besoins des êtres humains sont vraiment importants à connaître et, si possible, à assouvir. Et là, dans l'arbre, pour la facilité de la compréhension, l'arbre a 5 besoins racines qui sont, pour les êtres humains, des besoins de base. Manger, boire, dormir, respirer et éliminer.
Et une fois que l'arbre a pu planter ses racines dans le sol, que nous avons tous, j'espère, mangé avant de venir ici, que nous sommes assez hydratés, eh bien, l'arbre peut ériger son tronc et nous pouvons développer nos compétences. Et là, il y a des besoins liés à la sécurité, comme la sécurité financière, la sécurité d'avoir un toit, d'avoir une famille, d'avoir un travail qu'on aime, etc. Et une fois que le tronc a érigé un tant soit peu sa force, l'arbre donne son feuillage. Et dans le feuillage, il y a une catégorie de besoins que j'aime beaucoup, qui sont les besoins liés au potentiel qui réjouit le plus les êtres humains. Ce sont les qualités du vivant. C'est un besoin de contribuer à la beauté de la vie, un besoin de, comment je dirais, de créer du beau pour les artistes, un besoin de sens à sa vie. Et tous les êtres humains sont habités par les 3 strates de besoins. Si on reste ici jusqu'à minuit, votre besoin d'apprendre, qui est peut-être ici quelque part, sera supplanté par un besoin de dormir, d'accord ? Donc le besoin, il y en a pas un, c'est pas comme dans la pyramide de Maslow, il n'y a pas un besoin qui est meilleur qu'un autre. Il y a les besoins du moment. Maintenant, vous avez besoin peut-être d'apprendre et d'avoir des clés pour l'éducation des enfants, et peut-être qu'à un autre moment, vous aurez besoin de mettre ces clés en pratique. Ça va ? Alors, est-ce que vous avez envie de partager encore, est-ce qu'il y a encore une personne ? Ah non, 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 je dois absolument vous montrer le summum de la technologie avec madame. Voilà, la technologie, ce sont les oreilles de chacal et les oreilles de girafe. Comment est-ce que j'écoute quelqu'un ? Est-ce que je l'écoute en pensant qui a tort, qui a raison, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Ou est-ce que je tente d'écouter ses besoins et ses sentiments et d'exprimer les miens ? Voilà, c'est une version très raccourcie et on va revenir à l'ado de madame. Est-ce que vous seriez d'accord de le jouer ? Et moi, je vais jouer chacal ou girafe. Ça vous va ? Alors, je vais commencer une communication non violente maladroite et je vais me faire jeter. Hein ? C'est ça, hein, votre exemple ? Oui. Ok. Je peux avoir son prénom ou on peut flouter après, hein, si vous voulez. On va dire que c'est Antoine. Ah ben, mon fils s'appelle Antoine, ça va. Ok. Ah, mais ça c'est du vécu parce que mon fils, quand il avait 15 ans et que je suis revenue après 3 jours de CNV, communication non violente, et que je lui ai dit, mon grand, quand tu vois que ça ne marche pas en néerlandais, est-ce que tu te sens frustré ? Parce que tu as vraiment besoin de croire que tes progrès seront couronnés d'efforts. Et il m'a dit, maman, tu psychologises toujours tout comme ça. Donc j'ai compris que c'était exclu d'employer jamais le mot sentiment et besoin. Et donc je vais vous montrer ça en girafe, c'est pour ça que je vous disais la girafe invisible. Je vais d'abord vous le montrer en girafe visible et vous jouez Antoine, d'accord ? Oui. En chacal. Hein ? Oui. Allez-y, lâchez-vous. Ok ? Allez-y, vous commencez. Voilà. Mais moi, j'en ai marre que tu me demandes de vider la vaisselle parce que les couverts, de toute façon, le pot que tu as choisi pour mettre les couverts, on ne sait pas tous les mettre dedans. Alors, les couverts, ça, tu le fais. Moi, je ne le fais plus. Quand tu me dis que les couverts et le pot ne conviennent pas et ne matchent pas ensemble, est-ce que tu te sens frustré et découragé et démuni? T'as pas lu un bouquin, maman? Et démuni. Non, en fait, j'ai fumé la moquette. Est-ce que tu te sens donc démuni, mon grand, parce que tu as vraiment besoin de compréhension pour la complexité de ce que tu vis? Est-ce que c'est ça? Non, là, j'ai fait les 4 étapes. Hein. Tu changes le pot, c'est tout. J'en ai ras le bol. Okay. Alors maintenant, girafe invisible, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Donc là, je lui ai donné de l'empathie. J'ai essayé de comprendre son vécu, mais d'une façon tellement artificielle que je vous en supplie, n'utilisez pas cette communication non violente. Il y a des mots invisibles et je vais essayer de vous en donner une démonstration. Donc il y a 4 outils majeurs en communication non violente. Il y a l'écoute de soi en silence, et quand je fais comme ça, c'est que je parle dans ma tête. Et dans votre tête, vous faites ce que vous voulez, personne ne vous entend. Donc, je me lâche un petit peu. Puis, il y a l'écoute de l'autre. Il y a l'expression de moi en assertivité, c'est-à-dire dire mon vécu et mes besoins. Et il y a la gratitude que vous venez de faire. D'accord? Ce sont 4 ingrédients. Je pense que vous les retrouverez. Yes.
Alors, on recommence la même scène, merci beaucoup. Donc, le lave-vaisselle est... Oui, ras-le-bol de ton pot à couvert. Je m'en fiche que tu l'aies fait quand tu étais petite et que tu l'aimes bien. On ne sait pas mettre tous les couverts dedans. T'en as marre. Oui, j'en ai marre, ça fait des semaines que je le dis. T'aimerais qu'on t'entende ici dans cette maison, si je comprends bien. Ben oui. Voilà, ça c'est de la CNV invisible, ça marche, non? Tu vas changer le pot alors? Pardon? Attends, alors, je t'écoute, on continue. Mais donc tu vas changer le pot, enfin. T'en as marre, t'aimerais vraiment que ta parole compte un peu dans cette maison, c'est ça? Ben oui, c'est ce que j'essaie de dire. Oui, donc je comprends vraiment que c'est exaspérant pour toi. Tu veux rendre service et puis boum, il n'y a rien qui suit. C'est chiant. On floutera le son. Écoute, Antoine, juste là, je te comprends tout à fait. En même temps, je suis un peu partagée parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi. Observation. Donc, quand je vois ce lave-vaisselle, je vais faire les 4 étapes en parlant de moi pour la démonstration. Quand j'essaie de ranger les couverts dans le lave-vaisselle, effectivement, moi aussi, je m'énerve, sentiment. Hein. Moi aussi, je m'énerve parce que j'ai besoin que ça aille plus vite et ça va toujours trop lentement. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, je me demande, est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait créer autre chose ou imaginer autre chose pour trouver un autre bac? C'est ce que je dis depuis le début. Tu changes le pot, c'est tout. Oui, d'accord. En même temps, moi, je suis un nain de jardin sur Internet. Observation. Hein. Donc, j'ai vraiment besoin de soutien. Serais-tu d'accord de chercher sur Internet un autre bac plus grand, s'il te plaît? Demande. Là, dans ce cas-là, les demandes, c'est intéressant, non, madame, au 2e rang? Pardon? Aux ados surtout. Vous voulez dire par là que vous n'êtes pas sûr d'avoir une réponse? Merci beaucoup, on l'applaudit. Yes. Donc, la communication non violente, c'est très puissant et je voudrais vous parler maintenant du 2e outil. C'est très puissant pour changer les choses. Le premier outil étant la gratitude, c'est-à-dire l'appréciation positive. Et le 2e outil dont je voudrais vous parler, c'est l'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité de dire ce que je vis. C'est toujours le même processus. Hein. Ce que je vis et ce à quoi j'aspire. Et donc de mettre mon énergie non pas contre l'autre en l'agressant, mais pour mes besoins. Et ça n'est pas anodin du tout. Vous pouvez exploser avec la communication non violente. La girafe, ce n'est pas un animal nécessairement bienveillant à tout moment. Elle peut tuer un lion d'un coup de patte s'il vient déranger une de ses congénères qui boit à la rivière. Mais l'attitude de la communication non violente, ça va toujours être pour ses besoins et en 3 minimum étapes: observation, sentiment, besoin et éventuellement une action, ça dépend du contexte. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire qui est authentique. C'est un patient qui est arrivé chez moi, il avait la 50aine, je crois, et il ne se faisait pas confiance. Et je creuse un peu son enfance et il me raconte que dans son enfance, son père lui disait toujours « Si tu continues comme ça, tu vas mal tourner, tu vas aller en prison ». Et le père pensait vraiment bien faire. Il se disait, je vais donner un coup de... une secousse à mon enfant pour qu'il se ressaisisse, quoi. Donc, il essayait vraiment de bien faire. Mais si ce père avait pu être assertif avec les outils de la communication non violente, il aurait dit ceci. Quand j'entends que tu vas chaparder dans les grands magasins avec des garçons de ton âge, observation, je me sens ou je suis inquiet, et j'ai besoin de te soutenir en tant que papa, j'ai besoin de te donner des outils pour ton futur. Serais-tu d'accord qu'on parle ensemble? Ça aurait fait moins de dégâts que de mettre dans la tête de l'enfant « tu vas finir en prison ». Finalement, il n'avait pas fini en prison stricto sensu, mais c'est une personne qui manquait beaucoup de confiance en elle parce que son narcissisme n'avait pas été suffisamment valorisé, son estime d'elle-même. Et je vous ai dit, il y a, dans la communication non violente, il y a la gratitude qui sème de la joie dans la famille et qui renforce l'estime qu'un enfant peut avoir pour lui-même. Si je dis à mon enfant, tu as été joué avec les autres, comme ce que vous avez partagé, je suis fière, c'est le résultat de notre éducation, eh bien, l'enfant, il voit ce qu'il a fait et ça monte son estime de lui. Et là,
toutes ses facultés intellectuelles et émotionnelles sont boostées, radicalement boostées. Alors, oui. Ça dépend des fois, parce que pour ces parents-là, c'était « je suis fière et c'est le résultat de mon éducation ». Mais ça pourrait être « je suis effectivement dans l'assertivité, je suis soulagée parce que j'ai besoin de pouvoir vous faire confiance. Je reviens à moi, mais c'est en relation à l'enfant. J'ai vraiment à cœur de pouvoir vous laisser libre et quand je vois que vous n'êtes pas tombé, que vous n'êtes pas blessé, etc., je ne vais pas leur dire « vous êtes sage ». Je vais leur dire ce qu'ils ont fait. Les actes qu'ils ont posés ou qu'ils n'ont pas posés alors qu'ils les posaient d'habitude. Vous n'avez par exemple, je ne vois pas de trous dans vos pantalons, je ne vois pas de blessures au coude, je pourrais dire ça. Puis je dis comment je me sens et effectivement je me positionne en tant qu'être humain, je me sens contente, je me sens fière parce que ça répond à un besoin de pouvoir vous admirer, de pouvoir vous faire confiance, de pouvoir être détendu quand je vais chez des gens. Vous voyez, je vais parler de moi effectivement, mais pas par égocentrisme. Je vais parler de moi parce que je vais dire ce qui en moi en tant qu'être humain est touché. C'est très très différent. Si le père, avec cet enfant qui allait chaparder dans les magasins et qui à 50 ans ne se faisait pas confiance, si le père avait pu dire donc je me sens inquiet parce que j'ai vraiment besoin de croire que mon fils va bien évoluer dans la vie, il parle de lui, mais c'est en relation à son enfant. C'est plus clair pour vous? Ça c'est une très... Alors oui, ça peut revenir. Ça peut revenir, mais là, on met un peu la charrue avant les bœufs. Mais effectivement, si l'enfant vous dit « Maman, tu ne fais que parler de toi », alors vous lui dites, vous pourriez lui dire quelque chose. Vous voulez le jouer? Bon, je vais essayer, mais avec le micro, c'est un peu beaucoup de choses à tenir. Il va parler la bouche pleine. Mon ado va parler la bouche pleine. « Maman, tu ne fais que parler de toi. » Ah, t'aimerais aussi qu'on t'écoute toi? Ben oui, il y en a que pour toi dans cette maison. Ah, t'aimerais croire que tu comptes? Là, je vais lui donner de l'empathie s'il me dit ça. Et puis, je peux lui expliquer un peu plus tard, quand il a reçu de l'empathie, que je suis montée sur sa montagne pour comprendre son point de vue, je peux revenir à moi en lui disant, tu sais, effectivement, je te parle de moi, parce que j'ai compris un truc qui me plaît plus que de te donner des ordres ou d'avoir des dictats ou d'avoir des croyances figées. J'ai envie de te montrer mon humanité. Et si effectivement je suis trop dans une forme d'égocentrisme, serais-tu d'accord de me le dire? Donc, ça peut être confondu, pris pour ça. Ça dépend comment c'est fait. Et là, c'est un peu compliqué, alors qu'on découvre le processus, d'expliquer les nuances par rapport à ça. Je réfléchis si j'ai encore une autre histoire que je pourrais vous raconter. En tout cas, pour la gratitude, il est clair, pour revenir à ça, que je parle de moi, que je dis mes besoins, mais c'est en relation à l'action de mon enfant. Et l'enfant voit qu'il compte comme être humain pour moi, à ce point que j'ai vu les petites choses qu'il a faites. Et ça, déjà, c'est pas, la plupart du temps, on a une impression générale, mais on n'a pas vraiment la capacité d'observer qu'est-ce que notre enfant a fait qui fait la différence. Et de dire mon besoin. Voilà, moi, quand je vois que tu as réussi à faire tel dessin alors que tu as du mal à dessiner d'habitude, mon besoin d'être rassuré que tu progresses est satisfait. Donc, c'est toujours en relation à la personne. C'est pas, vous voyez la nuance ou pas? Plus ou moins. Ok. Alors, l'assertivité, je voudrais vous proposer un petit exercice d'imaginer que quelqu'un a fait quelque chose que vous n'avez pas apprécié. Ça pourrait être un de vos enfants. Et que du coup, soit il y a une action concrète que vous n'avez pas aimée, soit vous avez porté un jugement négatif. J'ai bien dit. Et nous allons vraiment refaire les 3 mêmes étapes. Par exemple, quand j'entends que tu as fumé en classe, ça va? Ça pourrait arriver? Non? À la cour de récré, ou enfin bref. Donc, ou alors un jugement que vous portez sur un de vos enfants. Est-ce que vous aimeriez en partager l'un ou l'autre?
Extra. Voilà. Voilà. Quand j'entends que tu as joué 4 heures sur la PlayStation, alors qu'on en avait prévu une, c'est ça? Ou... Ok. Alors, donc ce genre ce que je voudrais vous proposer, c'est soit de partir d'un jugement du genre si tu continues comme ça, tu vas mal tourner ou tu vas rater ton année, et de le transformer en une observation, vos vécus, donc ce seront des vécus plutôt à connotation désagréable, et vos besoins inassouvis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris le processus? C'est le même que pour la gratitude, mais avec quelque chose de difficile. Sachant qu'il vaut mieux mettre son énergie pour ses propres besoins à soi que contre l'enfant. Donc c'est vraiment important de pouvoir dire, moi, je suis insatisfaite, mettons au contrarié, parce que j'ai besoin d'eux, et vous affirmez vos valeurs en tant que parent. Donc de nouveau, oui, vous allez parler de vous, plutôt que de parler de l'autre et de le juger. Je vous laisse un petit moment pour ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer pour l'exercice? Oui. Est-ce que je répète vos phrases ou vous voulez un micro? Mais je vais devoir répéter vos phrases pour la caméra. Ah. Alors voilà. Quand tu te disputes avec ta sœur... Alors, on va faire appel au public. Si ça vous va. Oui, quand je vois que tu te disputes avec ta sœur. Quand je vois que tu te disputes avec ta sœur, l'observation, voilà le dessin, c'est comme une caméra de télévision. D'après vous, est-ce que c'est une observation ou est-ce qu'il y a une évaluation? Où ça? Dispute. C'est parce que je n'ai pas dit frapper, mais c'est ce que je pensais. Ah oui, mais pourtant là, ce serait une observation. Donc, quand tu frappes ta petite sœur, c'est très différent, oui. C'était ça. Hein. Oui. Je me sens triste et frustrée. Oui. Parce que j'aimerais que vous soyez plus unis. Waouh. Ok. Comment vous vous sentez plutôt que de dire tu es méchant avec ta petite sœur? Donc, quand je vois que tu frappes ta sœur, je me sens triste et frustrée parce que j'aimerais que vous soyez plus unis. Est-ce que vous sentez la différence? Oui. Bravo, hein. C'est tout à fait ça qui est proposé. C'est vraiment une traduction de façon à mettre l'énergie que je pourrais développer et accumuler contre cet enfant qui a encore frappé sa sœur, et je me fais mousser moi-même en cette, cette pratique qui pour moi est un yoga de la relation. La communication non violente, plus je la transmets ou je la travaille pour moi-même, plus je vois à quel point c'est quelque chose qui nous transforme. Si on a le courage de se dire, ok, plutôt que de dire c'est mal de frapper ta petite sœur, je vais dire mon vécu et mes aspirations, je fais preuve de mon humanité et de ma délicatesse la plus grande, tout en affirmant les choses. Pour moi, c'est reçu, à part le... C'est dommage que j'ai appris ça trop tard. Oh. Ils ont quel âge? Ils sont grands, entre 22 et 27 ans. Ah d'accord. Alors, oui. Alors, j'adore votre question, votre commentaire. Ça dépend de l'intention. Si votre intention est d'obtenir quelque chose de l'enfant, ça n'est pas ce qui est dans la philosophie de la communication non violente. Dans la philosophie de la communication non violente, j'essaye authentiquement de dire ce que je vis et ce à quoi j'aspire. Et donc, tout dépend de l'intention. Je peux évidemment manipuler, ce sont des outils très puissants, mais si on regarde dans le dictionnaire, manipuler, c'est gérer l'environnement. Alors là, ça n'a pas de connotation négative qu'on lui donne dans le langage courant. Mais l'important, c'est de savoir, est-ce que mon intention, c'est de voir l'autre comme un être humain et de dire mon humanité? Alors là, bon, l'autre, il le reçoit, ça ne m'appartient pas comment il le reçoit, mais moi, si je nomme mon humanité avec intégrité, quelque part, je ne vois pas où je peux manipuler. J'essaie d'être la plus authentique possible. Je dis mes rêves, je dis mon aspiration, mon besoin profond qu'on soit unis dans la maison. Et moi, j'avais plutôt appris à élever mes enfants en disant c'est mal de ceci et c'est bien de cela. On était beaucoup dans le monde du chacal. Le bien, le mal, le vrai, le faux, etc. La communication non violente, c'est vraiment un changement pour aborder l'humain. J'aborde l'humain en disant mon humanité et en tentant de comprendre l'autre,
quelles que soient ses façons. Ça veut dire que si je suis face à celui qui frappe la petite sœur, vous voulez bien être celui qui frappe la petite sœur? C'est la grande sœur. La grande sœur? Ah bon, il frappe sa grande sœur en plus. Voilà, j'ai toujours 4 possibilités. L'écoute de moi en voix off, la gratitude, parce que parfois un enfant qui en tape un autre manque tellement d'estime de lui-même que c'est important de remonter son narcissisme, son estime de lui, l'empathie, essayer de le comprendre, et l'assertivité, ce qu'on voit maintenant, me faire comprendre. Voilà ce que ça peut donner. Bon, vous frappez sur la personne de devant. Voilà. Quand je te vois frapper sur ta grande sœur, je me dis que, est-ce que tu es agacée quelque part? Mais oui, elle m'ennuie, je peux jamais jouer avec elle. Quand ses amis sont là, je peux jamais venir. Ah. Ça m'énerve, là je suis en voix off, hein. Ça fait 5 mois que c'est le même truc, j'en ai marre, il est jamais satisfait cet enfant, j'ai beau faire de la CNV, il n'y a rien qui marche, je suis vraiment agacée moi-même aussi. Ah, il paraît qu'il a un sentiment et un besoin, et pour le moment je n'en ai rien à fiche. Donc, ce que j'entends, c'est que tu es frustrée parce que tu voudrais jouer avec ta sœur, c'est ça? Mais oui, mais je voudrais surtout jouer avec les grandes. Ah, oui, donc tu te sens seule quelque part, c'est oui, ça? elle me met de côté. Oh, c'est difficile d'être mis à l'écart. Oui. Bon, là, j'ai simplement écouté. J'aurais voulu vous amener un petit ballon ce soir, parce que l'empathie, qui est ce qu'on verra après, l'empathie, quelque part, quand je reconnais le vécu de quelqu'un, ça dégonfle le ballon. Et quand je ne reconnais pas le vécu, si j'avais dit à cet enfant, on va faire version chacal, oui, arrête de frapper comme ça sur ta grande sœur, ça suffit maintenant. Sébastien, tu es vraiment, c'est pas possible avec toi, monte dans ta chambre te calmer. J'en ai marre, c'est toujours après moi qu'on en a. Eh bien, c'est bien normal, c'est toi qui es le plus difficile dans cette maison. Donc vous voyez, chacal. Hein. Alors à ce moment-là, la poche émotionnelle de cet enfant ne se vide pas. Non, là je m'en vais, je pleure. Hein. Et il s'en va, il pleure. Et une des plus grandes souffrances pour un enfant et pour les adultes aussi, c'est l'exclusion et le rejet. Et vous avez sûrement vécu ça parce que bon, les découvertes dont on parle maintenant ne sont pas si anciennes que ça. Voilà, il y a une trentaine d'années que Marshall Rosenberg, plus ou moins 30-35 ans, a créé son processus. Il y avait Carl Rogers avant. Mais se pencher sur les émotions et les accréditer et les reconnaître, moi, on ne m'a jamais dit ça quand mes enfants étaient petits. Vous non plus, visiblement. On ne savait pas. On en a parlé par après. Ils s'entendent très bien aujourd'hui. Ah. C'était pas si dramatique que ça. Mais oui. Je pense que c'est quand même quelque chose qui prend du temps d'apprendre à communiquer comme ça. Et oui. Quand les enfants sont petits et que tout le monde est énervé, et que la maman n'en peut plus, exact. On n'y arrive pas. Alors, je pense que juste si on peut reprendre après ce qui s'est passé avec l'enfant et en reparler, il est toujours temps, rien n'est perdu. Je trouve ça essentiel. Si j'ai raté, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, j'ai une petite chaîne YouTube, comment je peux faire? Je reviens chez l'enfant et je lui dis j'aurais aimé mieux faire. Je suis triste parce que j'aurais eu à cœur de davantage t'écouter et de comprendre, et puis je vois que voilà, j'ai dérapé, j'étais fatiguée, j'étais stressée, donc je peux reconnaître, voilà, je suis un être humain, et l'avantage, et puis je vais parler après ça de l'écoute de soi, l'avantage c'est que via les neurones miroirs, tous les comportements que je développe et que je travaille pour moi, l'enfant va avoir tendance à les modéliser. Donc si je suis quelqu'un qui se met en colère et qui s'énerve, l'enfant va par mimétisme et via les neurones miroirs copier ça. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a cet outil dont je n'ai pas encore parlé aujourd'hui, qui est l'écoute de soi. Si je veux vraiment venir avec cette énergie de communication non violente, c'est vraiment important que je prenne soin de moi. Surtout quand je suis stressée, j'ai mes problèmes personnels, je n'ai pas nécessairement eu une enfance facile, j'ai mes blessures, je me mets sous pression pour que mes enfants soient bien éduqués, polis, etc. Donc je peux être éventuellement sévère. Et donc la première chose à faire quand j'ai des difficultés, c'est de m'arrêter et de me retourner vers moi. Et là, il y a un petit moyen mnémotechnique que j'aime beaucoup, c'est les 4 R. Le premier R, c'est ralentir. Et on ne vit pas dans un monde où tout va spécialement lentement que du contraire. Le deuxième R, c'est respirer.
Je ne sais pas combien de respirations conscientes chaque être humain fait alors qu'il y a, je crois, 1440 minutes sur une journée. Ralentir, respirer et puis ressentir. Mais c'est quoi que je sens maintenant? Ah, je me sens agacée quand je vois cet enfant et que je lui ai déjà dit 10 fois. Je me sens démunie aussi. J'ai tellement besoin de croire que ma parole est entendue. J'ai tellement besoin de voir l'harmonie dans la famille. Donc, ressentir mes sentiments, chercher mes besoins. Voilà. Donc, ralentir, respirer, rechercher et ressentir. Accepter de ressentir. Et là, je crée le lien avec moi-même. Donc, je répète, ralentir, respirer, rechercher 2 choses. Comment je me sens et d'où ça vient. Si je me sens bien, j'ai des besoins assouvis. Si je me sens dans l'inconfort, j'ai des besoins absolument insatisfaits dans l'instant. Et j'y ai droit. Et si je veux vraiment jouer mon rôle de parent avec l'humanisme qui est prôné dans cette communication non violente, ça commence par moi. Et je crois que je vous l'avais montré dans un petit jeu de rôle. Mais j'aimerais bien, pour détendre, parce que c'est beaucoup de matière pour vous, faire un autre jeu de rôle. Qui veut jouer un parent ou un enfant en chacal ? Oui. À chaque fois dans les jeux de rôle, quand vous parlez de façon empathique, oui. Eh ben, vous apportez déjà un peu la solution. Donc, c'est-à-dire que vous donnez vous-même le ressenti que l'enfant a. Donc, tu te sens pas écouté. Est-ce que tu te sens pas écouté, oui. Et donc, je veux dire, même si on lui laisse le choix parce qu'il doit dire oui ou non, c'est quand même une question un peu fermée où on l'oriente déjà. Alors que si jamais on lui demandait comment tu te sens, pourquoi tu te sens comme ça, qu'est-ce que tu ressens? La difficulté, c'est que le chacal, je vous ai dit que c'était une girafe qui a un problème de vocabulaire. J'ai une autre girafe ici qui est un peu plus conséquente. Donc, le chacal, il est coupé. Il est dans la tête et dans les jambes pour fuir ou contre-attaquer. Donc, le chacal, si je lui dis comment tu te sens, il ne va pas facilement franchir cette si petite distance entre la tête et le cœur. Donc, on appelle ça « comment tu te sens ?» sauf pour des gens qui ont fait de la communication non violente, on appelle ça la question un peu suicide. Donc, plutôt que de dire au chacal « comment tu te sens ?» il va dire « je sens que tu m'embêtes », ce qui n'est pas un sentiment, mais une pensée. Donc, en communication non violente, on essaie de poser des questions qui ne vont jamais déterminer ce que vit l'autre. Donc, on va dire « est-ce que tu te sens ?» et dans la version ado, on va dire « t'en as marre ?» et la question, on va sentir dans le ton de voix le point d'interrogation au bout. Est-ce que t'en as marre? Et alors ça permet à l'enfant ou l'ado d'aller là et de dire « ben non, j'en ai pas marre, c'est toi qui m'embête ». Et vous, vous dites « ben c'est la même chose ». Mais lui, il va répondre quelque chose parce qu'en le questionnant ou en essayant de me mettre au diapason de son sentiment ou de son vécu, je crée ce qu'on appelle la bande porteuse de la communication, pour autant que je ne décide pas pour lui. Et donc, dans les stages, quand on suit des stages de longue durée, si quelqu'un dit « sûrement que tu en as marre parce que tu as besoin d'écoute », mettons, là, non. On dit « est-ce que tu en as marre parce que tu aimerais avoir de l'écoute ?» C'est très, très différent dans le respect. Et on fait volontiers le point d'interrogation au bout pour que l'enfant puisse faire le tri à l'intérieur et être aidé pour aller voir ce qu'il ressent. Ça a répondu un petit peu à votre question? Oui, merci. Alors, vous voulez faire un chacal? Parce que quand on fait le chacal, on le sent à l'intérieur, ce que ça fait. Parce que ici, comme vous l'avez remarqué, c'est une tentative d'être plus humain avec moi via l'écoute de moi, avec tout le monde via la gratitude, avec les autres via l'empathie. Encore que quand je donne de l'empathie, je booste mon ocytocine, qui est l'hormone du bien-être, et du bonheur, et l'ocytocine de tout le monde alentour. Si par exemple, je fais une petite parenthèse, mais je donne de l'empathie à un chacal qui est là, un enfant qui est chacal, tous les enfants alentour
reçoivent ça comme si c'était bénéfique. Et moi, ça booste mon ocytocine. Donc, vous avez énormément d'études qui sont faites à ce sujet. La gratitude et l'empathie et l'auto-empathie favorisent le développement de toutes les structures du cerveau. Je ne sais pas si je vous ai déjà cité le cortex singulaire antérieur. Voilà, le cortex orbitofrontal et autres structures qui sont quand même importantes à mentionner, surtout le cortex orbitofrontal parce que c'est celui qui nous différencie des grands singes. Voilà, alors on va faire une petite scénette. Vous voulez venir devant? Ou tant qu'à faire... Donc je vous rappelle que quand je tourne la girafe vers moi, je suis en voix off, je fais une auto-empathie d'urgence. Au minimum respirer, ressentir. Vous voulez venir ici? Et vous avez envie de jouer qui? Il y a quelqu'un qui vous pose problème dans votre entourage que vous voudriez jouer en chacal? Il y en a quelques-uns des chacals. Parfait, parfait. On va faire une opération de tentative de déchacalisation. Ok, donc je vais faire la version chacal-chacal. J'espère que personne ne s'y retrouvera. Vous êtes qui là? Mon mari au hasard, hein, je ne sais pas. Oui, je peux être votre mari. Vous êtes mon mari, d'accord. Et moi, je suis prof en CNV ou autre chose? Mais d'abord, vous êtes un chacal, donc. Oui, je vais jouer chacal. Donc, c'est juste pour montrer la différence, quoi. Ok. Hein? Alors, allez-y, attaquez-moi. J'en ai marre, je peux jamais me reposer. Tu me demandes toujours de faire des tâches ménagères avec toi, de ranger, alors que moi j'ai envie de me poser dans le canapé tranquillement à regarder mon foot. Écoute, toi tu n'en as que pour ton foot. Hein. Tu n'en as que pour ce foot. D'ailleurs ici, depuis que c'est la Coupe de Russie, la Coupe du Monde, c'est l'horreur. Tu as vu, il y a tout qui traîne. Regarde, les bouquins ne sont pas rangés. Moi j'en ai marre. Moi aussi j'en ai marre. Chacal, chacal. Vous avez vu? C'est clair? Ok. Vous n'avez pas besoin de venir ici peut-être pour... Alors, communication non violente. On reprend la même chose? Merci d'être là. Moi j'en ai marre, à chaque fois tu me demandes de ranger la maison, de faire des tâches ménagères avec toi. Moi j'ai envie aussi de me reposer, de regarder mon foot. C'est qu'une fois une fois tous les 4 ans. Et même ça je ne peux pas faire. Respirer, réfléchir. Moi aussi j'en ai marre. Moi aussi, j'aimerais bien me reposer dans le jardin. Il y a eu du soleil aujourd'hui. Ici, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ah, mais ça me fait déjà du bien de m'écouter moi-même. Qu'est-ce que je veux? Avoir raison ou être heureuse? Est-ce que je veux le... Les deux sont difficilement compatibles. Et il m'agace. Mais laissez-moi parler. Il m'agace avec son foot. On dirait qu'il aime mieux le foot que moi. J'ai besoin de croire que je compte. Ah, je me sens mieux, que je me relie à mes besoins. J'ai vraiment besoin de croire que je compte. Et puis, j'ai aussi à cœur, qu'est-ce que j'ai comme autre besoin? Mais j'ai envie de m'entendre avec lui. Ah, ça me fait du bien, il écoute de moi. Donc, j'ai envie aussi d'être compréhensive. Je reviens, mon chéri, je suis juste en aparté. Je ne regarde pas le foot, je ne suis pas sur Facebook, je suis en aparté avec moi-même. Ça marche pas mal, cette auto-empathie. Donc maintenant, je peux soit lui dire de la gratitude, ça c'est hors de question. Hors de question. Non. Je peux lui dire ce que je vis, il paraît, ou je peux essayer de le comprendre. J'ai envie d'essayer de le comprendre et de voir où ça nous amène. Excuse-moi pour ce long moment, j'avais à brainstormer. Donc, si je te comprends bien, tu as vraiment envie de te détendre et de faire des choses plus cool, dont le foot tous les 4 ans, c'est ça? Oui, puis tous les 2 ans, la Coupe d'Europe, quoi. Il demande toujours plus, quoi. C'est pas possible. Non, j'en ai marre, quoi. Voilà, on donne ça et puis... Non, ça, c'est pas possible. Donc, mon chéri, juste là, quand tu me dis ça, je vais parler de moi. Je me sens un peu perplexe parce que tu viens de parler de tous les 4 ans, puis maintenant tu dis tous les 2 ans. J'ai vraiment besoin de clarté. Je me sens perplexe, j'ai besoin de clarté. Serais-tu d'accord de me dire ton projet pour les 4 ans à venir? Ben, il y a la Champions League aussi tous les ans. Pardon?
Moi, je veux plus faire cette communication non violente. J'ai plus envie. Ça m'énerve. C'est toujours moi qui donne. Est-ce que c'est vrai d'abord que c'est toujours moi qui donne? Non, c'est pas vrai. Il a fait le jardin la semaine passée. Donc, ce que j'entends, c'est que tu as envie d'être cool ce soir? Oui, j'aimerais bien regarder mon foot tranquillement sans être interrompue. Ok, mais j'ai un problème. Je suis d'accord que tu regardes le foot, mais moi j'ai un problème. Juste là, quand je me regarde, moi j'ai envie d'être dans tes bras et de connexion. Tu serais d'accord qu'on regarde le foot ensemble, mais tu me prends dans les bras? Oui, mais alors tu bouges pas trop quand même. Hein. Elle a des talents, hein. Donc tu as besoin d'être certain que tu vas pouvoir regarder les goals de Hazard et autres. Oui, c'est ça? Oui, tu auras quelques bisous à la mi-temps. Comment je me sens avec ça? Auto-empathie. Comment je me sens? Mais je me sens touchée finalement. Je vois bien qu'en l'écoutant, il a envie de m'écouter. Il paraît que c'est assez naturel cette CNV. Dès qu'on écoute l'autre sincèrement, c'est pas de la manipulation, mais ça rend les choses plus humaines. Écoute, Chou, quand je t'entends, voilà, je me sens touchée. Je vois qu'on a trouvé un moyen de s'occuper de toi et de moi, et voilà, ça satisfait un besoin d'écoute mutuelle. Ça, c'est la gratitude, donc. Hein. Oh. Tu as encore besoin d'autre chose, mon chéri? Je peux t'amener une petite bière pendant le match? Allez, viens dans mes bras, ça va commencer. C'est chouette, merci. Donc, je ne sais pas si vous avez vu que j'ai utilisé les 4 ingrédients. Si je ne fais pas un minimum d'écoute de moi, j'ai envie de l'étriper, quoi, même après 25 ans de CNV, ce qui est à mon actif. Bon, j'espère pour vous que ça ira plus vite si vous vous lancez dans ce cheminement. Mais donc, vraiment, on a besoin de s'écouter. Puis, en fait, vous avez toujours le choix entre dire votre vécu, mais quand vous êtes pleinement humain dans votre vécu, ça touche le chacal en face. Parce que vous faites preuve, il y a comme une candeur, comment je dirais, une authenticité où je ne suis pas en train de lui dire « tu ne penses qu'à ton foot ». Je dis « j'ai envie d'intimité, j'ai envie de connexion ». Donc il y a tout un exercice dont Valériane vous parlerait très bien parce qu'elle est championne là-dedans. Il y a moyen de dire des choses où je parle de mes besoins et être extrêmement généreux pour la relation. Je ne sais pas si vous avez pu le sentir dans cette petite scénette, qui est un condensé, évidemment, parfois les choses prennent plus de temps. Et ce qu'il y a aussi, si vous avez peut-être remarqué, c'est que le fait de m'écouter moi-même, en auto-empathie, j'ai écouté comment je me sens et à quoi j'aspire, m'a donné l'élan de nouveau de monter sur la montagne de ce partenaire de vie qui avait envie de voir son foot. Il a ses besoins et moi les miens. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire du « et » et pas du « ou ». Et moi, mon expérience, c'est que certains jours, c'est une personne qui va être en empathie, aller vers l'autre, et puis à d'autres moments, c'est peut-être moi qui vais faire le chemin. Mais il y a un cercle vertueux qui s'installe dans cette écoute mutuelle, c'est qu'une certaine écoute donne à l'autre l'élan de vous donner. C'est naturel chez les êtres humains. Quand je reconnais les besoins de l'autre, comme un besoin a plus besoin d'être reconnu qu'assouvi, ça crée quelque chose qui ouvre. Et ça, c'est le but de la communication non violente, c'est qu'on se retrouve au niveau de la nappe phréatique des besoins. Nous avons tous besoin, je ne sais plus si je vous l'ai dit, d'amour, de sécurité, de donner du sens à notre vie. Et quand je comprends les besoins de l'autre, c'est naturel qu'il ait envie de se pencher sur les miens. C'est organique. Ce processus, il se fait de lui-même à partir d'un certain moment. Sauf si vous avez un compte en banque négatif de conflit avec quelqu'un, là, il faut un peu plus de temps pour parvenir à désamorcer les conflits. Je crois que vous aviez une question. Je vais vous donner un micro. Ça marche? Dans la scénette que vous venez de jouer toutes les deux, il y a quand même quelque chose qui me turlupine parce que pour moi, c'est pas résolu.
C'est-à-dire, et ça c'est très très vécu, c'est que moi le besoin de rangement par exemple il est très fort, Oui. et donc il n'est pas forcément toujours de la même hauteur pour les autres membres de la famille. Mais du coup si on a des discussions comme ça, et que je me mets dans la position girafe et que je me dis oui, il est fatigué ou les enfants aussi, donc ils ont besoin. En fait, finalement, au final, je dis oui, on a besoin de connexion, mais c'est toujours pas rangé, quoi. Alors, parce que là, il y a deux situations. Il y a l'immédiateté, et ici, je ne peux pas vous faire un cours complet sur toutes les subtilités du processus et les strates de besoin. Hein. Donc ici, j'ai voulu faire une démonstration rapide pour que ça ne soit pas trop long pour vous. Cela dit, si je vous propose qu'on le joue, si sur le fond, ce n'est pas résolu. On va reprendre les 4 ingrédients, d'accord? Je suis chacal alors. Oui. Alors, vous êtes celle qui trouve que c'est jamais rangé, d'accord? Vous voulez venir ici ou pas vraiment, non, je non, crois. Ça va un peu, d'accord. Un gilet voyant, comme ça va comme ça. Ok. Donc, ici, dans ce cas-là, moi, je suis le mari, c'est ça? Oui, par exemple, oui. Ok. Je commence. Non, parce que là, il faudrait que moi, je sois vous en girafe. Ah oui, d'accord. Oui, parce que c'est plus démonstratif, je crois. Hein. Oui. Alors, mon chéri, est-ce que tu serais d'accord de sortir les poubelles comme on a convenu toutes les semaines et puis là, je te vois plutôt en train de te détendre et je me sens un peu agacée parce que j'ai vraiment besoin de respect des conventions qu'on a prises ensemble. Oui, mais bon, je ne suis pas en train de boire mon café. Avant, j'ai fait la vaisselle, j'ai été chercher les enfants à l'école, j'ai fait les courses. Donc voilà, là, moi, maintenant, j'ai envie de me poser. C'est pas pressé, on peut le faire plus tard. Oui, donc tu as vraiment besoin de compréhension pour le fait que tu trouves que tu as fait ta part aujourd'hui. Oui, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ah. Est-ce qu'il a vraiment fait sa part? Oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué qu'il a rangé le lave-vaisselle et qu'il a fait encore tout ce qu'il disait. Juste là, effectivement, je mesure que tu as déjà rangé le lave-vaisselle et fait d'autres choses. Il se fait qu'il y a un extra qui sont les poubelles et que... Mais ça arrive, quoi, de temps en temps. Et que par ailleurs, moi, j'ai déjà fait les devoirs avec Martin, j'ai été changer Joséphine, enfin, j'ai aussi fait ma part. Et juste là, on est, toi et moi, un peu épuisés tous les deux. Alors, je me sens démunie. J'ai vraiment à cœur à la fois de respecter ta demande de te poser et de me respecter moi. Comment on va faire? En tout cas, on ne va pas compter les points, on ne va pas dire toi tu as fait ça, moi j'ai fait ça, c'est pas... Oui, donc toi tu aimerais vraiment que les choses soient plus spontanées et pas trop rigides, c'est ça? Pas trop mathématiques? On peut être cool, quoi. Pardon? On peut être cool, quoi. Et là, en moi, il se passe quelque chose qui s'appelle la condition humaine commune à tous. C'est que, quelque part, la communication non violente, c'est pour se comprendre et créer une bienveillance mutuelle. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes de poubelle, de devoirs des enfants, etc. Mais je peux tantôt... J'ai toujours le choix entre aller dans l'empathie vers l'autre et céder à sa demande ou à ses besoins à certains moments, et à d'autres moments, donner mon coup de sabot girafe et dire, juste là aujourd'hui, en fait, quand je mesure que la semaine passée, on a eu la même discussion, mon chéri, et que j'ai fini par sortir les poubelles, je ne veux pas faire le boulier compteur, mais juste là, je me sens un peu agacée et j'ai vraiment à cœur que les choses soient peut-être pas mathématiques, mais que les choses soient plus équitables et je voudrais te proposer qu'on en parle. Alors maintenant, tu vas voir le foot, c'est pas le moment, mais je voudrais vraiment te proposer qu'on en parle. Je voudrais écouter tes besoins et t'exprimer les miens. Ok, ça va. Tu serais d'accord? Et je te propose de choisir le moment parce que je sais que tu as des semaines de travail difficiles, mais je crois que sinon, on va être dans une espèce de non-conflit où on ne dialogue pas des choses et ça va s'accumuler. Donc je te propose qu'on se retrouve et qu'on voit comment on pourrait faire pour respecter tes besoins de détente le soir, que les choses ne soient pas stricto sensu mathématiques et mes besoins aussi de partage des tâches. Okay, parce que je crois qu'on a la capacité de se comprendre mutuellement. On peut peut-être juste voir nos listes de besoins, comment toi tu peux assouvir les tiens, prendre en compte les miens et vice-versa. Donc, est-ce que c'est un peu plus clair ou pas? C'est une ébauche de dialogue. Après ça, la communication non violente, c'est pas pour les cœurs fragiles. En d'autres termes, peut-être que je vais devoir apprendre à tenir mon bout si j'estime vraiment être lésée par rapport à
une dose d'action concrète remplie à la maison et par rapport au travail à l'extérieur et tout, je vais apprendre à tenir mon bout et dire quand je vois, j'entends, je constate que, je me sens et j'ai besoin de. Serais-tu d'accord qu'on en parle ou serais-tu d'accord qu'on réévalue les tâches? Et je vais toujours aller à mes besoins parce que j'ai besoin de me préserver, j'ai besoin de continuer à apprécier d'être dans ce couple. Et pour ça, j'ai un besoin de partage, par exemple. Donc, vous allez découvrir, j'ai écrit un petit cahier qui vous décrira ça complètement en détail. Je vous le montre parce que je le trouve intéressant. Je m'exprime avec fermeté et bienveillance. J'explique toutes les façons d'y arriver, mais en aucun cas m'écraser sous prétexte d'être dans le non-conflit. Parce que sinon, un beau jour, je suis juste partie. Et pas non plus d'écraser l'autre. Et donc, je reviens au dessin du début de la soirée. Ce n'est ni ceci, ni ceci. Je tente, au final, d'arriver à un respect des besoins de chacun au sein d'une relation, qu'elle soit de couple ou avec les enfants. Est-ce que ça répond un peu à votre... Oui? Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Oui. Bien sûr. Ils ont quel âge? Oui. Ils n'en ont rien à cirer, ça c'est clair. Mais il y a bien un endroit par où il faut commencer à semer une culture. Parce que si je leur dis, brosse-toi les dents, tu ne discutes pas, à 3 ans ça va, à 6 ans, 9 ans, etc., je dois augmenter la coercition. Et on le voit bien dans les dictatures et les pays en guerre, on est obligé d'avoir des organismes de plus en plus policiers. Et dans le cas de la famille, l'enfant, il saute quand même par la fenêtre. Donc le tout, c'est de savoir quelle culture vous voulez semer dans votre famille. Et ce qui est important, c'est en tout cas, quand l'enfant ne veut pas se brosser les dents, de vraiment prendre à certains soirs, pas si vous êtes pressé ou quoi, le temps de reconnaître le besoin. Ah, t'as encore envie de jouer là, hein. C'est dur pour toi d'aller te coucher maintenant. Une phrase comme ça, non pas pour manipuler comme monsieur le disait, mais parce que vraiment vous prenez le temps de vous arrêter et vous voyez cet enfant qui est là et vous vous rappelez quand vous étiez jeune et vous dites « T'as vraiment encore envie de jouer ?» Oui, papa. L'enfant va se sentir reconnu dans ce qu'il vit, ça va détendre quelque chose en lui. Et là, peut-être qu'il n'ira pas se coucher, mais vous n'en ferez pas un bon esclave. Vous ferez un enfant qui va apprendre à être à l'écoute de ce qu'il vit et aussi à l'écoute de ce que vit le parent. Le parent peut lui dire « Juste là, je suis partagé. Il y a une part de moi qui a vraiment envie d'écouter tes besoins et une part de moi qui a besoin de repos pour être en forme demain et pour donner le meilleur de moi à mon travail. » Et voilà. Et ça, je peux dire à un enfant de 3 ans facilement. Je peux lui dire, juste là, je suis triste aussi de devoir aller te coucher parce que j'ai besoin de protection pour ta santé, mettons, et que tu aies tes heures de sommeil. Je peux lui dire dans des petites phrases. La CNV, c'est pas tellement comme on l'a montré ici dans les scénettes pour résoudre une histoire de match de foot dans les bras de mon chéri. La CNV, ça sème une culture plus humaine dans laquelle mes enfants, si vous voulez, vont non plus obéir pour éviter la punition ou pour recevoir des récompenses, mais ils vont avoir l'élan du cœur d'être en lien avec leur vécu, ce qu'ils veulent, et dans ce qu'ils veulent, dans cette culture-là, très souvent, parce que 85% de l'adolescence se passe bien, ce sont des études à ce sujet, dans les besoins de l'enfant, il y aura contribué au bien-être de ses proches. Mais tout dépend de ce qu'on sème comme culture au départ. Et alors, il est évident qu'il y a des moments où on est obligé d'être dans l'exigence, mais on ne le déguise pas en demande. Si je dis à mon enfant, aujourd'hui, tu te laves les dents, c'est fini dans 2 minutes, c'est comme ça. L'important, c'est de ne pas le faire trop souvent, mais de ne pas faire semblant. Voudrais-tu bien te laver les dents, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de protéger tes gencives ou tes dents. Et puis l'enfant ne le fait pas et je lui en veux. Donc, en communication non violente, on est très au clair, on essaie d'être très au clair. Si c'est une demande, c'est une vraie demande. Ce n'est pas une demande charmante qui, en fait, est une exigence et où ça escalade très vite après. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous me faites penser à l'histoire d'un papa qui avait
3 garçons. Il avait fait une journée de communication non violente dans un institut psychiatrique. Il avait donc découvert un peu les outils comme on découvre ici ce soir. Et il rentre chez lui pour dire bonsoir à ses 3 garçons. Et il monte dans la chambre de l'aîné, personne. Alors il ferme la porte, il est un peu étonné, il était 8 heures du soir. Il va dans la chambre du 2e enfant, personne. Et puis il arrive dans la chambre du 3e enfant. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il y a le Velux, les 3 enfants assis, les jambes dans le vide, en train de s'amuser. Et là, le père, qui était un père qui avait l'habitude de donner des fessées, prend ces 3 enfants, usage protecteur de la force, les ramène au milieu de la pièce, lève la main sur l'aîné, évidemment. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'aînés ici. Hein. Il lève la main sur l'aîné et puis il se rappelle communication non violente. Alors, il a rabaissé sa main et il a réussi à articuler en une journée de CNV. Quand je vous vois tous les 3 au-dessus du Velux, les jambes dans le vide, observation, je me sens inquiet. Et mon besoin, mais j'ai besoin de vous garder en sécurité, en vie à mes côtés. Et donc, il a réussi à dire ces 3 phrases. Et le petit garçon, l'aîné, qui s'attendait à en prendre une, a été tellement étonné, il a dit à son père, papa, c'est comme dans Le Roi Lion. Et apparemment, ils ont été voir Le Roi Lion, je ne sais pas, il y a une histoire similaire, et ils ont dialogué au lieu d'utiliser la manière expéditive. Voilà, donc c'est une autre culture qu'on peut semer. Donc, je ne sais pas si ça peut s'appliquer à la brosse à dents. Voilà, mais arriver à dire... Et je crois qu'un enfant de 3 ans comprend déjà beaucoup de choses. Je pratique la CNV avec mes petits-enfants et j'utilise notamment des jeux de cartes. Je vais vous les montrer. On peut les faire circuler si vous voulez. Ce sont des cartes avec des sentiments et des besoins. Vous me les rendez après, c'est mon seul jeu. Et donc, je dis à l'enfant, tiens, tu as eu du mal à l'école avec François, qui a joué plutôt avec Julie qu'avec toi. Ok, prends les cartes et dis et regarde comment tu te sens. Et l'enfant pioche les cartes et apprend très vite comment il se sent et à quoi. Et il y a les besoins aussi, donc à quoi il aspire. Voilà. Est-ce que il est peut-être l'heure, hein, je ne sais pas. Tu veux qu'on finisse? Je voudrais vous raconter encore des petites histoires. Ça vous va? Ou vous avez des questions? Oui, je vous le donne là parce que, voilà, comme ça vous pouvez voir. Donc là, vous pouvez vraiment semer une culture où l'enfant apprend à être à l'écoute de ses sentiments et de ses besoins. Je crois qu'on pourrait faire un monde meilleur si on permettait aux enfants, en toutes circonstances, d'être reliés à ce qu'il vit, de savoir ce qu'il vit et de connaître ses élans, plutôt que d'être obéissant pour ne pas être puni ou pour être récompensé. Voilà. Alors, si vous avez des questions, je veux bien encore faire un exercice, mais je crois qu'il est presque 10 heures, vous devez être fatigué? Non? Un exercice ou... Oui. 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 Exact. 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 Oui. Oui. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je montrais ce petit cahier à madame, parce qu'un besoin en cache un autre. C'est pour ça que j'ai montré les strates de besoins, ici. Je ne sais pas si vous le voyez jusque dans le fond. Effectivement, le rangement, on peut le mettre là. Et s'il y a de l'ordre, qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Alors, s'il y a du rangement, ça me permet d'être plus détendu. Donc ça, c'est un autre besoin. Si je suis plus détendu, qu'est-ce qui se passe? Je donne de l'amour plus aisément à ma famille. Et si je donne de l'amour plus aisément, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'harmonie. Donc effectivement, il y a des strates de besoins. Évidemment, en 2 heures, c'est difficile d'aborder tout ça. Mais si on reste calé en couple à strictement le besoin de rangement, on n'arrive pas très loin. Et donc, c'est important d'arriver à voir qu'un besoin en cache un autre, comme vous veniez de le dire. Oui? Quant à quoi? Oui.
Oui. Oui. Oui, oui, alors, effectivement, l'enfant répond à ses pulsions, l'ado, pardon, répond à ses pulsions. Un adolescent, par essence, il a besoin d'autonomie, il diminue le lien avec les parents, il augmente le lien avec ses copains, il a besoin, il adore des sensations fortes, donc l'adolescent n'ayant pas un cortex orbitofrontal complètement développé, parce que ça ne se passe qu'à 25 ans, l'adolescent va être à risque en plus. Et donc, la difficulté, c'est comment garder la relation tout en éduquant, en accompagnant l'enfant à ce qu'il découvre des vraies valeurs. Donc, si vous voulez, l'important pour moi, c'est de reconnaître quelqu'un là où il est, sans nécessairement l'approuver. Donc, ça pourrait être, tu as vraiment envie, comme avec le petit de 3 ans, tu as envie de encore jouer, ça pourrait être, tu as vraiment envie d'aller... je ne sais pas moi, dans un spectacle de rock et fumer du cannabis, je vais au moins reconnaître, parce que si quelque part je m'oppose à ce que l'enfant vit, ou que je le réprimande, ou je le juge par rapport à ça, je le perds. À terme, je le perds. Donc, il me reste comme solution d'essayer de le comprendre, de voir derrière ses envies quels sont ses besoins. Un enfant qui a une envie, par exemple, de cannabis, je ne sais pas, dans votre exemple, c'est un enfant qui a besoin de détente, qui a besoin de se sentir bien dans sa peau. Et donc, je vais l'éduquer à la conscience des besoins derrière les envies. Je vais essayer de rejoindre les besoins. Par exemple, le chocolat. On va prendre un exemple plus simple. Le chocolat, c'est une envie. Mais ça satisfait quel besoin? Le besoin de me faire plaisir, le besoin de douceur, vous voyez? Donc, je vais essayer de transmettre à mon enfant, j'aime pas le mot éduquer, mais de transmettre à mon enfant ce que ça montre de lui et lui montrer qu'il a un éventail de possibilités. À ce moment-là, il n'y aura peut-être pas nécessairement que le cannabis pour aller vers une forme de détente, vers une forme d'être à l'aise avec ses copains, vous voyez? Et la deuxième chose, je vais toujours revenir à ceci, c'est-à-dire quand j'entends que pour satisfaire ton besoin de détente ou d'être à l'aise ou de faire partie d'un groupe, tu prends du cannabis, je me sens inquiète et j'ai besoin de me positionner par rapport à ça. Serais-tu d'accord de m'entendre? Je vais te le dire une fois, tu vas me redire ce que tu as entendu dire et puis après on va passer à autre chose. Donc voilà, moi ce que je pense dans la vie, c'est qu'on regrette une chose, c'est l'atteignable. L'atteignable, c'est de parler à mon enfant humainement, de dire mes besoins, mes aspirations, de comprendre les siens. L'inatteignable, une fois qu'il est sorti, je ne peux quand même pas savoir ce qu'il fait. Donc c'est important que j'ai pu semer une culture de confiance, d'écoute mutuelle. Voilà, c'est des petites pistes comme ça. Je voudrais, pour terminer, vous raconter une petite histoire. J'hésite, je ne sais plus laquelle. Alors j'en ai deux, c'est affreux. Bon, alors la première, elle est sur la gratitude. J'avais animé il y a plus de 20 ans un séminaire en communication non violente et j'avais vu quelqu'un qui avait rendu beaucoup de services à des gens du groupe, enfin, qui s'était occupé des biscuits ou autre chose et d'aller vers des personnes un peu en rade. Et puis, je me dis, je vais l'appeler pour la remercier. Et je vais le faire de la façon très classique, 3 étapes pour la gratitude. Et donc, je téléphone à cette personne et je lui dis, voilà, je t'ai vu faire ça et ça et ça. Je cite ce qu'elle a fait, donc c'était irréfutable. Et je lui dis, ça m'a touchée, je me suis sentie touchée, ça a répondu à un besoin d'intégrer les personnes seules, un besoin de soutien dans mon travail. Et puis au bout du téléphone, je n'ai rien entendu pendant plusieurs minutes. Et puis j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. La personne pleurait à chaudes larmes. Et puis je lui ai demandé de partager ce qui se passait. Quand elle a pu parler, elle m'a dit, ton coup de fil tombe à pic parce que j'avais préparé la corde pour me pendre. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, ne négligez pas cette notion de gratitude avec les 3 étapes, surtout l'observation concrète, parce qu'elle est irréfutable. Et cette femme se détestait elle-même parce qu'elle avait fait des choses qu'elle n'aimait pas dans sa vie. Et donc, le fait de lui dire « je t'ai vu faire ça »,
aller vers les gens, je t'ai vu servir des biscuits, etc., a commencé à lui redonner un peu d'estime d'elle-même, tant et si bien qu'elle n'a pas utilisé cette corde, et elle a fait du travail avec l'écoute de la communication non violente, et aujourd'hui elle aide des jeunes qui ont vécu la même chose qu'elle. Donc cette histoire m'a frappée et j'aime bien la raconter par rapport à la gratitude. Et alors la dernière petite histoire, c'est l'histoire d'un professeur à l'école et qui dit: mes enfants, prenez une feuille, on va dessiner une maison. Et tous les enfants prennent une feuille, dessinent une maison, et il y a une petite fille qui dessine une maison complètement bancale. Les volets sont à l'envers, la cheminée sort par la porte, et le prof reprend la feuille. Il dit: mon Dieu, mais quel chiffon, c'est affreux, tu vas devoir t'améliorer. Et l'enfant, vous savez, le mépris, c'est pire que les gifles. L'enfant se replie sur elle-même et ne dit plus rien. Deuxième année, autre cours de dessin, le professeur dit: mes enfants, prenez une feuille, nous allons dessiner une maison. Et évidemment, la petite fille ne dessine rien. Alors le professeur ramasse les feuilles, il prend la feuille blanche de la petite fille, il dit: mon Dieu, quelle jolie maison sous la neige tu m'as dessinée là. Voilà. Alors ça, c'est l'esprit de la communication non violente. Merci. Un tout grand merci. Anne, merci mille fois. Donc Anne Van Stappen est là pour des dédicaces. Si vous voulez encore, on doit juste libérer les lieux pour 10h30. Donc voilà, je voulais remercier Anne, vous remercier aussi. Et vous souhaitez bonne chance dans l'apprentissage de cette nouvelle langue, en fait, finalement. Mais voilà, merci beaucoup.